Oui, bonjour à tous. Peut-être avant que je commence, je suis belge flamande. Donc pour moi, le français, c'est ma deuxième langue natale. Mais j'habite 6 mois en France et 6 mois en Belgique. Donc du coup, je me débrouille pas mal, je pense, en français. Le chauffeur de taxi qui m'a emmené ici, il a dit, ça va, vous êtes presque bilingue. Donc ça me rassure, il m'a rassurée. Euh, Je suis éducatrice spécialisée et j'ai fait des études de sage-femme. Aussi, j'ai mon diplôme de prof. Et je suis maman aussi. Voilà, je commence un peu pendant qu'on essaye de trouver mon PowerPoint. Je suis maman aussi de 3 enfants et dont j'ai écrit, vous allez voir, un dinosaure. Après, voilà, vous allez comprendre pourquoi je parle des dinosaures. Euh, il y a 10 ans, on voilà, oui. Il y a 10 ans à peu près, donc oui, le 20 mai, il y a plus de 10 ans, j'ai suivi une conférence à Anvers qui était voilà, de Idan Amil. Idan qui a, ensemble avec Chaim Omer, il a développé sur le terrain même la résistance non violente et qui a après adapté le modèle pour les institutions, pour les écoles et tout ça. Donc voilà, j'étais une maman, comme on a entendu des mamans ici. Je pense pas, je sais pas, ma fille elle n'a jamais été diagnostiquée, mais je pense, enfin, elle avait quand même aussi un comportement qui était très difficile pour nous et un comportement de dinosaure. Et j'avais essayé, enfin, c'est un peu la même histoire, hein, sauf les bougies et les prières. Je pense que ça, je ne l'ai pas fait, mais après, voilà, j'avais essayé beaucoup de choses. J'avais quand même fait pas mal d'études, donc on pense, oui, on s'y connaît un peu, mais voilà, ce n'était pas le cas. Et puis, là aussi, un jour, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, il y a quelque chose sur la résistance non violente. J'avais jamais entendu parler de ce modèle-là. Et puis, je suis partie à Anvers, et là, pareil, je ne sais pas qui a écrit une lettre à Nathalie. Ben, moi, j'ai écrit le jour même ou 2 jours après à Idan, j'ai écrit une lettre pour dire Really thank you from the bottom of my heart. I think it will change my life. Et vraiment, c'est voilà, c'est la résistance non violente, elle a changé ma vie de maman. Très souvent, quand je donne des formations, je dis bah, c'est soit le prison ou la psychiatrie, mais c'est la résistance non violente qui m'a sauvée. Mais aussi ma carrière professionnelle, elle a complètement changé dans le sens que voilà, j'étais prof au moment que j'ai rencontré Idan et tout de suite, je donnais des cours dans une institution supérieure pour des éducateurs de petite enfance. Et tout de suite, j'ai vu les moyens que ça donnait, mais dans ma famille, moi-même, et aussi au niveau professionnel avec mes éducateurs qui travaillaient dans les crèches, dans le périscolaire. Et donc, voilà, j'ai commencé, un jour, il y a un directeur d'une autre centre de formation qui m'a demandé, mais pourquoi tu prépares pas une formation pour nous? Et donc, du coup, j'ai commencé à donner des formations et voilà, depuis 7 ans, je suis en libéral, en temps plein, et je donne surtout des formations, surtout pour les institutions, les écoles. Je dois dire que pour moi, les écoles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, je fais partie aussi, donc au niveau international, je fais aussi partie du réseau international sur la résistance non violente euh, et la nouvelle autorité. Voilà, j'ai rencontré React il y a 2 ans, je pense, à Toulouse. Enfin, j'avais retrouvé des repères et je dis, bon, j'ai ma maison en Aveyron. C'est pas trop loin pour moi, 2 heures et demie de route. Et voilà que j'ai rencontré Marion, Susanna et Laura. Et après, voilà, on a gardé contact et je veux aussi remercier mon réseau de Tours qui est là, une équipe que j'ai connue aussi à Toulouse et que voilà, on a fait connaissance et que j'ai eu le bonheur, le grand bonheur de former et qui sont venus me faire la surprise là aujourd'hui. Donc voilà, il y a déjà les larmes qui ont coulé. Euh, et donc le titre de ma présentation, voilà, je vais de Gandhi à Homer, de l'extinction des dinosaures à la RNV. Euh, et voilà, Hein Homer. Euh,
voilà, on a tous quelqu'un qu'on admire dans la vie. Moi, je pense, enfin, j'admire Haim et j'admire aussi toute son équipe, mais quand même, Haim, il a fait un grand travail. Et je veux vous parler un peu de l'histoire de ce développement de la résistance non violente pour comprendre aussi ce qu'elle a signifié au niveau international et ce que les développements qu'on voit aussi, parce que euh, pour moi, c'est toujours, en France, on connaît surtout la résistance non violente en fonction pour aider les parents avec des enfants au comportement tyrannique. C'est quelque chose, par exemple, en Belgique, on ne parle pas des enfants au comportement tyrannique. Donc, mais même le livre de Nathalie, pour moi, c'est un livre d'or. Je suis trop triste qu'il n'ait pas traduit en néerlandais parce que c'est vraiment un livre très, très, très important et très bien écrit que j'ai bien aimé de lire aussi. Donc, en 96, il y a eu une étude, une première étude que c'était Udi Weinblatt et des autres qui ont fait ces recherches-là sur en fait un comportement violent des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et où on a vu que l'autorité, en fait, elle était complètement inversée à la maison, avec des escalades de violence, on en a parlé ici déjà, et avec une relation entre enfants et parents de plus en plus sous tension, avec les résultats des parents démunis, découragés, désespérés. Bien sûr, la question, Haim, il était psychologue en thérapie systémique, c'est comme ça, oui. Et donc, la question se posait comment les aider. Forcément, quand on travaille avec voilà, des familles où il y a de la violence, est-ce qu'il faut battre le mal par le mal? C'était une question qu'on peut se poser. Sauf que quand on construit son autorité par la force, déjà, dans notre société, ce n'est plus trop accepté d'utiliser la force pour imposer son autorité. Et en plus, on voit dans les écoles, par exemple aussi, ni par la société. Et bien sûr, très peu de parents sont prêts à utiliser plus de force pour combattre la violence de leur enfant. Donc, le défi pour Haim et son équipe, c'était quand même de trouver un modèle qui était capable de changer la situation, les dynamiques dans les familles. C'était un modèle qui allait renforçant l'autorité des parents, évitant les escalades, la violence, basée sur ni gagner ni céder, et n'ayant pas besoin de la coopération de l'enfant. Il se retrouvait que, comme on a entendu déjà, que des enfants qui, surtout aussi avec un comportement tyrannique, c'est pas de leur faute, donc c'est pas eux voilà, qui doivent changer, c'est les parents. Donc voilà, Haim, il a fait beaucoup de recherches, bien sûr, pour, euh, pour trouver une réponse. Et alors, je ne sais pas s'il a pris son avion, mais quand même, on va faire un petit voyage jusqu'en Inde. Et jusqu'en Inde, parce que c'est là que, voilà, le grand maître de la résistance non violente, il a quand même, c'est quand même le grand maître qui a lutté contre l'oppression, qui a changé des dynamiques au niveau sociopolitique euh, avec des méthodiques, des stratégies non violentes. Donc, les principes de Gandhi, et c'est bien, enfin, c'est bien de référer à ce grand travail de Gandhi parce que après, on va voir comment Haim, il a vraiment, avec son équipe, ils ont traduit tous ces outils-là pour utiliser aussi au fond des familles et après ce que nous, on va aussi utiliser dans les écoles et dans les institutions. Les principes, contrôler le comportement de l'autre n'est pas possible. Se contrôler soi-même, ça s'apprend. Et on a entendu déjà un peu des méthodes mais on peut l'apprendre. L'ennemi n'est pas l'oppresseur, mais l'oppression. Donc, on parle, c'est le comportement qui nous oppresse, mais ce n'est pas l'enfant ou le jeune lui-même. L'oppression n'est que possible parce que les oppressés l'acceptent et y participent. Donc, il y avait une corrélation. Donc, il fallait être deux. Aussi quelque chose que Haim il a très bien traduit après. Lutter, c'était un combat, c'était une lutte par des actes de non-coopération et non-violente. Quand on parle par exemple de la hyper-accommodation, un des actes que les parents ils vont faire, c'est par exemple de dire à partir de maintenant, on n'accepte plus et quelque chose dont
un comportement dans lequel ils ont accommodé, donc ils vont non coopérer. Activer et créer une opinion publique, très important. Prendre le temps et bien être préparé, réagir à froid. Je ne connais pas toute l'histoire de Gandhi, mais il paraît qu'il a quand même pendant 10 ans élaboré sur les techniques et les stratégies qu'il allait mettre en place avant qu'il ait fait sa première déclaration. Et ne pas vouloir gagner, mais persister. Donc le changement du comportement est dans la persistance de nos actions non violentes. Alors, bien sûr, il fallait se poser la question, est-ce que cette approche, elle est intéressante pour aider des parents? Et dans notre cas, sont-ils aussi dans une situation d'oppression? La réponse, elle est bien sûr oui. Il y a mon oui qui arrive. Alors, voyons un peu le processus de la lutte de la RNV. Et je vais vous montrer un peu le processus qu'on connaît tous dans, dans le sociopolitique pour voir comment Haim il a vraiment traduit ce processus aussi au cœur de nos familles et qu'on va utiliser aussi dans les écoles ou dans les institutions, dans des groupes. La première chose, enfin la première, j'ai dit 10 ans de préparation, donc, mais une fois qu'on met la RNV en place, voilà, c'est la déclaration. Je vous conseille vraiment tous de voir le film de Gandhi parce que vous allez vraiment voir toutes ces étapes que Haim aussi il va utiliser dans la RNV pour aider les familles ou les écoles, les profs. Donc la déclaration, c'est prendre une position ferme vis-à-vis du comportement d'oppression, une lettre dans laquelle on l'écrit pour nous, pas pour nos enfants, on l'écrit que pour nous, et une lettre dans laquelle on va déclarer à l'enfant qu'à partir d'aujourd'hui, on n'accepte plus tel ou tel comportement. La deuxième chose, c'est s'entraîner à garder son contrôle de soi, à la non-violence. S'entraîner, c'est important. Moi, quand on donne des formations, mais aussi, je travaille moi aussi en libéral avec des parents, je joue beaucoup de jeux de rôle. Aussi, quand on a fait la formation, on fait beaucoup de jeux de rôle parce que on peut parler du sit-in, mais après, quand on fait un jeu de rôle où on reste, on va pas rester 1 heure par terre pendant une formation, mais quand même pour ressentir comment on peut vraiment résister les violences, même si c'est un autre stagiaire qui est là, ça change déjà beaucoup de choses. Donc, s'entraîner à garder son contrôle de soi. La photo que vous voyez, c'est une photo qui vient du film Le Grand Majordome, c'est ça? Ah oui, Le Majordome, c'est ça? Oui. Vous connaissez le film Le Grand Majordome de Butler? Oui. Aussi un film vraiment, enfin, que je vous conseille si vous travaillez avec la résistance non violente, parce qu'il parle un peu de la ségrégation en Amérique et comment, en fait, il y a eu ce grand développement de tous ceux qui se battaient pour les droits civils. Et donc, on voit vraiment dans ce film comment les jeunes vont s'entraîner contre toutes ces escalades qu'ils risquent de provoquer. Donc voilà, ça c'est une photo de ce film. Et puis 3, activer un réseau de soutien et créer une opinion publique. Là, c'est le film, et là, c'est une photo icône qui est donc les premières sit-ins qu'ils ont fait en Amérique, où donc c'était défendu en Amérique voilà, que la population noire ne pouvait pas être assise sur les bancs. Et donc là, avec le mouvement, ils font donc des sit-ins, mais bien sûr, on voit que voilà, ils doivent supporter beaucoup de réactions des autres qui ne sont pas d'accord. Donc, ils résistent. Une petite fille qui avait je ne sais pas quel âge, quand elle a commencé à résister, les femmes, pour nos droits, voilà, les droits de voter. L'opinion publique est importante parce que c'est grâce à l'opinion publique, bien sûr, le regard des autres, les caméras, qu'on va créer et du soutien des autres. Et c'est le soutien des autres aussi qui va nous aider à persister, mais qu'on a besoin aussi voilà, pour faciliter le changement de comportement. Quatrième, c'est mettre en place des actes de non-coopération et de résistance. On a le sit-in à nouveau.
Une action que j'aime beaucoup, c'est une action des Français à Nantes. Ce sont des chauffeurs de bus. Il faisait très chaud, ils n'avaient pas le droit de mettre un short et les femmes, bien sûr, ils pouvaient être en jupe et robe. Et ils ont mis les jupes de leurs collègues. Donc, une très belle acte de résistance. Là, dernièrement, je pense que tous les panneaux chez nous en Aveyron, ils sont toujours retournés comme ça. Ce sont des petits actes de résistance, mais quand même qui... Voilà, donc là aussi, ça sera persistance pour créer le changement. Et puis, le cinquième, c'est faire des gestes de réconciliation. L'ennemi, ce n'est pas l'oppresseur, mais c'est l'oppression. Aussi quelques photos, icônes. Haim, il s'est basé sur le travail, entre autres, de Frans de Waal, qui est un Belge, mais enfin, il est décédé il y a quelques années, mais qui voyait quand il y avait, dans les singes, il y avait des mâles qui se battaient, qu'après, quand tout était calmé, que le mâle qui avait gagné, il allait vers l'autre pour lui, comment on dit quand on enlève les petits poux et tout ça? Oui, et donc il faisait des gestes pour descendre, en fait, les tensions. Donc, c'est aussi quelque chose que dans la résistance non violente, on va mettre en place avec les parents ou avec les profs ou avec les éducs. Alors, comment Haim il a traduit en fait ce modèle de Gandhi pour nous, pour aider nos parents? Donc, la déclaration, je pense que vous la connaissez tous. C'est la première acte, je pense, de résistance que les parents ils peuvent mettre en place et ils déclarent que donc voilà, ils vont changer, ils ont décidé de changer la situation. C'est eux qui vont changer, c'est pas l'enfant, c'est eux. Euh, donc le but, c'est prendre une position ferme face à un comportement destructif. Vous voyez déjà que moi, je mets un comportement destructif. Un comportement destructif ou autodestructif. Parce que c'est vrai que voilà, la résistance non violente, vous allez le voir après, mais moi, je travaille avec des parents avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de troubles, donc pas sauf que des parents qui ont des enfants à comportement tyrannique. Le contrôle de soi, éviter les escalades, apprendre à battre le fer à froid. Le but, c'est de diminuer les escalades et rester ancré. Alors, le réseau de soutien, très important. Par exemple, quand on voit des parents, on va essayer, après la deuxième ou troisième session, en fait, vraiment de faire une réunion avec le réseau de soutien parce qu'il va être primordial pour les parents pour pouvoir résister, pour pouvoir faire appel quand il y a des crises, aussi pour faire le médiateur avec l'enfant. Donc, très important pour soutenir les parents, l'enfant, la fratrie, créer une opinion publique, renforcer l'autorité des parents, le rôle de médiateur. Les actes de résistance et de non-coopération, je pense que le sit-in, c'est celui qui est le plus connu et le plus mis en place aussi. Après, on a des autres actes de résistance qu'on peut mettre en place, suivre l'enfant, documenter le comportement, faire des manifestations. À l'école, pendant Covid, on a fait des manifestations pour manifester contre la violence qu'on voyait dans l'école. Et voilà, on n'avait pas trop le droit d'être à ce moment-là ensemble. Pour les profs, ils avaient fermé les salles des profs, mais on avait le droit de manifester en plein air. Donc voilà, c'était un moment de connexion entre nous. Donc le but, c'est poser un cadre, augmenter sa présence sans escalade, restaurer son autorité. Les gestes de réconciliation, démontrer à l'enfant qu'il est important pour nous, qu'on l'aime. Tu nous appartiens. Pour nous, la résistance non violente, c'est vraiment, il y a deux, on utilise nos mains, c'est tu nous appartiens, tu es important pour toi, on t'aime, même professionnellement, mais on n'accepte pas ce comportement-là et on le résistera. Donc, c'est les deux mains qui vont ensemble. Et le but, c'est d'augmenter sa présence, restaurer la relation avec l'enfant. Alors, vous avez déjà peut-être entendu que moi, je parle aussi de la nouvelle autorité. Donc, Haim, il a commencé avec ses premières familles à mettre donc, toutes ces stratégies en place. Et en fait, c'est petit à petit qu'il a vu que ben, ces actes de résistance non violente, ils allaient créer une autre sorte d'autorité.
Et c'est cette autre forme autorité qu'après, lui, il a appelé la nouvelle autorité. C'est le schéma, c'est comme ça que je peux le dire, le schéma que j'ai qu'on a développé. Donc, avec lesquels on travaille beaucoup dans les écoles et dans les institutions. Donc, on a les 5. Donc, d'abord, c'est nos valeurs et nos normes. Euh, à nous, aux familles, aux écoles, aux institutions. Et après, pour défendre nos valeurs, pour défendre nos normes, voilà, il faut choisir une autorité. Nous, on choisit l'autorité, la nouvelle autorité, qui est donc basée sur la présence, la maîtrise de soi, la reconnexion, la connexion, le village, qui est le réseau de soutien, et la résistance. Bon, le reste, je ne vais pas trop expliquer. Le toit, il est basé sur la vigilance bienveillante, où il y a 3 niveaux, mais ça, voilà, c'est pour les formations. Mais ça, c'est le modèle qu'on utilise. Et donc, voilà, la nouvelle autorité. Il y a un livre il y a très peu de livres en français, il y en a 3. Il y en a celui de Nathalie, il y a la nouvelle autorité, et puis il y a l'autre, la résistance non violente. Donc, on attend des autres livres qui peuvent être édités. Alors, en 2003, Haim, il vient pour la première fois en Allemagne à une conférence. Et c'est là, effectivement, que les collègues hollandais l'ont entendu parler. Et en fait, qu'ils l'ont invité chez eux aux Pays-Bas et à Lorenshuis aux Pays-Bas. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, le modèle, il est un peu, surtout d'abord en néerlandais, mais dans les autres pays de l'Europe, en fait, il s'est un peu développé, diffusé dans les autres pays en Europe et hors d'Europe. Et en France, c'était en quelle année la toute première fois? À 2000, oui. 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 En 2015. Donc voilà. Peut-être c'est intéressant déjà de savoir parce que c'est vrai que nous, en Belgique, par exemple, ça fait 20 ans qu'on travaille avec cette résistance non violente. Ça fait, moi, je suis formée, les premières formations pour les écoles, on les a fait il y a 15 ans. Donc voilà, il y a quand même, on a un peu avancé, je pense, sur le développement, surtout en France. C'est très rare, mais on a beaucoup de difficultés pour mettre pied à terre en France ou dans les pays francophonie. Par exemple, oui, quand on voit les livres qui sont traduits en néerlandais, il y en a des trentaines, en anglais encore plus, mais en français, en ce moment, juste 3. Mais donc la question qui se posait, est-ce que qui d'autres que des parents sont démunis face à des comportements destructeurs? Eh bien, je pense, voilà, tous ceux aujourd'hui qui sont en position d'autorité vers des enfants, voilà, ils peuvent se sentir démunis. Ils connaissent les escalades, ils connaissent les sentiments voilà, d'être démunis, d'être désespérés. Donc, la police. On a dernièrement pu entraîner une équipe de police. Donc, voilà, c'était chouette aussi. C'était une nouvelle expérience pour nous. Mais voilà un peu tous les. Voilà, quand je devais faire des schémas de toutes les formations qu'on fait, c'est un peu donc tous ces secteurs-là. Mais avec mon grand cœur pour les écoles. Alors, le but de notre travail avec les équipes, oui, je pense que pour moi, ça reste toujours, c'est de créer togetherness. Je ne peux pas traduire en français, on a cherché un mot, mais ça n'existe pas. Mais je pense, moi je dis toujours, quand on fait une formation de RNV, ça doit être une team building. Et je pense que c'est ça, parce que généralement, une bonne formation d'équipe en RNV, ça va remettre les équipes sur les mêmes lignes. On leur donne des outils à travailler, même s'il y a des comportements très difficiles dans leur groupe, dans leur classe. Mais donc, voilà, c'est comment créer cette togetherness, comment on peut changer les dynamiques dans le groupe, comment réduire les escalades, la violence, comment prendre ensemble une position ferme et résister ensemble face au comportement, c'est en mettant vraiment
cette stratégie aussi en place de la résistance non violente et comment faciliter, renforcer la relation avec le réseau de l'enfant. Et bien sûr avec l'enfant lui-même, hein, mais c'est le résultat du changement de comportement des adultes, alors il y aura une meilleure relation aussi avec l'enfant. Le résultat, c'est la restauration et le renforcement de l'autorité de l'équipe. C'est une équipe plus cohérente et c'est plus de sécurité pour l'équipe et pour les jeunes. Je viens du Luxembourg où j'ai formé pendant 4 jours des équipes pour Caritas et en français. Et un des psychologues qui était là, il me disait qu'au Luxembourg, c'est le deuxième pays en Europe où il y a le plus d'enfants qui sont placés dans des structures. Et, euh, et ça m'a un peu surpris quand même parce que, voilà, je pense que quand on peut travailler avec la résistance non violente, avec les parents, ça aussi, voilà, ça évite aussi de mettre les enfants dans les structures. Donc, j'espère aussi pour le Luxembourg que, voilà, que cette RNV, elle va pouvoir aider les parents à être plus forts. OK. Oui, j'ai mis cette image-là parce qu'on fait un peu on peut faire la comparaison avec quand on est tout seul, on peut facilement comment casser comme ça une petite branche. Mais cette togetherness, quand on est ensemble, c'est beaucoup plus difficile pour être cassé. Donc, le but de la RNV, c'est d'aller créer cette togetherness pour se renforcer et restaurer notre autorité. Je ne sais pas si voilà, je peux vous présenter 2 cas. J'ai juste 2 cas. J'ai pris un cas de Madame Sibi, qui est professeure dans une école professionnelle. Euh, donc, je vous ai dit que moi, j'étais formatrice. Mais bien sûr, pendant les temps de Covid, on n'avait plus le droit de rentrer dans les écoles. On était des gens d'extérieur. Et j'ai eu le bonheur qu'un directeur où j'avais en fait formé son équipe les mois d'avant, qui m'a appelé pour dire oui, j'entends que toi voilà, que tu n'as pas de travail parce que voilà, tu peux plus donner des formations. Si tu veux, j'ai des heures au sein de mon école. Est-ce que ça t'intéresse et tu peux venir faire ce que tu veux, mais ça doit être de la R&D. C'était un grand défi. Donc la première année, voilà, j'ai reçu des heures pour être en fait coach en nouvelle autorité et résistance non violente et d'aller aider donc, enfin, ou de soutenir les profs avec ce modèle-là. Et c'est lors de cette année-là que voilà, c'était Madame Sibylle. Madame Sibylle qui était une jeune prof, et je dis une jeune prof parce que pas à cause de son âge, mais parce que c'était, je pense, sa deuxième ou troisième expérience dans l'enseignement. C'était une éducatrice spécialisée. Elle était maman, voilà, diplômée comme oui, voilà, 2 ans d'expérience dans des autres écoles. Et Madame Sibylle, elle devait remplacer en fait une collègue qui était là depuis des années, que tous les élèves, je travaillais dans des écoles comme de médico-psycho, c'est comme ça? Un peu comme, oui, c'est ça? Donc voilà, avec toutes sortes de troubles, avec des comportements, mais vraiment parfois très violents. Euh, Pardon? ITEP, voilà, d'accord. Et c'était des enfants entre 12 ans et 23, 22, 23 ans. D'accord? Et donc, cette Madame Sibylle, elle devait remplacer une collègue qui était adorée par ses élèves et bien sûr, elle quitte l'école et au fond donc elle rentre dans cette classe au milieu de l'année scolaire et les élèves, ils ont un comportement bien sûr très oppositionnel et ils lui font souffrir, oui, très gravement. Et puis, on avait l'équipe des gens qui pouvaient aller dans les classes quand les profs ils nous appelaient. Et donc, toute l'équipe, elle était formée à la RNV dans cette école-là. Et donc, aussi ceux qui intervenaient à chaud, parce que bon, c'était des situations, des crises à chaud.
quand même, on avait toutes nos idées. Donc, on essayait de calmer, on amenait les élèves chez nous. Mais quand même, toutes ces choses qu'on mettait en place, voilà, de plus en plus, Sibylle, elle se sentait démunie à tel moment que parfois, elle rentrait en pleurant dans la salle des profs. Et au bout de quelques semaines, au bout de 2 mois, que vraiment, elle venait dans mon bureau, qu'elle me disait, écoute, Rit, vraiment, voilà, je ne sais pas si je vais tenir le coup et qu'avec tout ce qu'on a déjà mis en place, il faut vraiment, voilà, je ne sais pas si je vais rester. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord que, voilà, on pense un peu ensemble à partir de notre modèle de la R&D, comment ce qu'on pourrait faire. Et en fait, avec notre équipe, on a décidé de faire appel au réseau. Donc, la première chose qu'on a fait, on a appelé enfin, on a envoyé une lettre à tous les parents. Ce n'était pas une déclaration, c'était une lettre à tous les parents. Parce que le but, à nouveau, hein, how can we create togetherness? Comment est-ce qu'on peut créer entre les profs et entre les parents ce réseau des parents et des profs qui se critiquent très souvent. Donc, pour nous, le but, c'est surtout voilà, de les aligner, de travailler ensemble. Et je vais vous montrer la lettre qu'on a écrite aux parents. Chers parents et responsables. Oui, on dit responsables parce qu'il y a aussi des enfants placés dans des instituts ou des foster parents. Chers parents et responsables, comme vous le savez, dans notre école, le bien-être de nos élèves et de notre équipe est très important. Depuis 2 mois, Madame Isabelle a quitté l'établissement pour les élèves de sa classe. C'était difficile d'accepter son départ et elle a laissé un grand vide au milieu de nous tous. Avec un grand cœur, Madame Sibylle a pris sa place, ayant l'intention de faire de son mieux pour remplacer sa collègue. Nous lui sommes très reconnaissants pour tous ses efforts. Là, on s'aligne déjà avec notre collègue, en étant prof nous-mêmes. Depuis quelques semaines, le comportement de quelques élèves a rendu la vie intolérable pour Madame Isabelle et la classe. Son parapluie a été brisé, sa veste coupée en morceaux et un pneu de sa voiture a été crevé. En classe, des élèves refusent de mettre leur portable dans la caisse. C'était l'habitude qu'ils devaient mettre leur portable quand ils rentraient. Ils chantent pour provoquer les autres élèves et ils refusent de suivre les instructions du prof. C'est clair que nous ne pouvons pas accepter ces comportements ni vis-à-vis de notre équipe, ni vis-à-vis de nos élèves. C'est notre devoir pour faire tout pour que la situation change. Afin de créer ce changement, nous avons décidé d'être plus présents dans la classe de votre enfant. Donc, on a mis en place avec les autres profs, des profs qui allaient assister, qui étaient parfois juste assis, mais on donnait cours avec les portes ouvertes. Tout le monde qui rentrait venait voir, passer pour dire est-ce que Sibylle, est-ce que ça va? Je peux faire quelque chose pour toi. Donc voilà, aussi quelque chose qu'on avait mis en place, c'est que le classeur noir, c'est que le classeur noir, c'est parce qu'on se pose toujours la question dans l'école, si jamais un autre, imaginez-vous que voilà, dans l'autre classe, on entend qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a des escalades, et comment, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'autorité de ce prof? On risque, et c'est la peur quand même souvent des profs, c'est que voilà, quand on rentre dans une classe et on dit ah oui, il y a beaucoup de bruit ici, est-ce que je peux faire quelque chose? Que le prof, il a peur que ça va euh, diminuer son autorité. Donc pour ça, le classeur noir, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et c'est de se mettre d'accord avec l'équipe. C'est que quand on entend du bruit dans une classe d'un collègue ou même toi, on a un problème, c'est que tu ouvres, tu toc, toc, toc à la porte et tu demandes est-ce que vous savez où se trouve le classeur noir, Madame Sibylle? Et comme ça, si Madame Sibylle, oui, ça va lui faire du bien d'avoir du soutien de son collègue, elle dit euh, non, je ne sais pas, mais attends, je vais vous expliquer. Et donc, elles sortent, par exemple, et ils vont parler un peu. Ou soit, elle dit, ah oui, elle a besoin de 5 minutes pour sortir de la classe. Oui, oui, je sais où il se trouve, je vais aller le chercher. Est-ce que vous pouvez rester dans ma classe? Ou si elle n'a pas besoin d'aide, ou elle ne veut pas être soutenue, c'est de dire, non, non, je ne sais pas où il est, voilà, il faudra demander à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place mais pour aider les profs. Donc, voilà. C'est notre. Voilà. Aussi,
vous, les parents et responsables, vous pouvez nous aider. On fait ça. On a fait ça et on va faire ça. En prenant une position ferme contre tout acte de violence ou de provocation envers l'équipe et ou d'autres élèves, à réfléchir avec votre enfant comment changer la situation, à aider votre enfant à réparer ses fautes en cas d'acte violent ou provocateur. Ceux qui travaillent avec la R&D vont reconnaître les outils qu'on utilise aussi pour les parents. Nous avons besoin de votre soutien et vous invitons à une réunion qui aura lieu lundi prochain à 18h. Sur place, il y aura des boissons et petits snacks faits par vos enfants. C'est toujours bien de les parents avec quelque chose à boire et à manger. Merci de nous avertir en cas d'absence et merci pour votre participation. Ensemble, nous pouvons créer un lieu de bien-être dans notre école et tous les profs avaient signé. Donc voilà. OK. Le deuxième cas que je veux vous présenter, l'équipe scolaire. Le deuxième cas que je veux vous présenter, c'est le cas d'Annabelle. Là, on est dans un accueil de périscolaire. Annabelle est une fille de 6 ans. Elle avait 6 ans à ce moment-là. C'était un quartier défavorisé chez nous à Bruges, où il y avait un centre périscolaire qui avait donc beaucoup d'enfants avec des comportements quand même difficiles. Un comportement colérique, j'ai pas mis tyrannique parce que, bon, je sais pas, mais... Et surtout, une équipe démunie. Ça, c'était... Oui, voilà, ça, c'était une caractéristique de cette équipe devant ses comportements, surtout de cette petite fille. Alors, cette petite fille, c'était un mercredi après-midi et il faisait chaud. Ils avaient fait une activité et les éducateurs, à 4 heures, ils avaient le droit de manger et de boire quelque chose. Donc, ils avaient fait une table avec des bouteilles d'eau et des verres. Donc, tous les enfants devaient faire la queue. Et notre petite Annabelle, qui n'aime pas de faire la queue, et en fait qui commence à pousser les autres. Voilà. Les éducateurs essayent de la calmer, ça ne va pas, elle fait une crise. Bon, quand il y a une crise, il faut faire un choix. C'est à chaud, donc l'éducatrice avait décidé elle a 6 ans, donc voilà, de la prendre sous le bras et elle le met dans le bureau de Stéphanie, qui était la responsable. Dans le bureau de Stéphanie, il y avait des armoires un peu comme ici en métallique, aussi un bureau en métallique, et ils entendent là-bas du bruit, des coups de pied et tout ça, beaucoup de bruit. Et quand voilà, ils vont aller regarder, on voit qu'en fait, cette petite Annabelle, elle a donné des coups de pied dans l'armoire, dans le bureau, et il y avait des bosses. Et donc, il y a Stéphanie, moi, je n'étais pas sur place, enfin, je ne travaillais pas non plus dans cet établissement. Elle m'appelle, elle dit, Grete, vraiment, quoi faire maintenant? Je dis, écoute, on va réfléchir ensemble. We will create togetherness. Et donc, ce qu'on a fait, on a appelé les parents. On a appelé les parents. Le papa, c'était pas le papa biologique, c'était le partenaire du maman qui était, enfin, il n'y avait pas de travail, qui était à la maison et la maman en dépression depuis des années. Je pense qu'ils avaient 3 enfants. Et donc, ils avaient aussi un peu, enfin, on ne savait pas trop si les parents, surtout le papa, il était aussi parfois sans doute violent vis-à-vis des enfants. Donc, quand on a appelé les parents, on a vraiment fait attention comment on leur invite pour nous soutenir. Donc, Stéphanie, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais de toute façon, les parents, ils ont accepté à venir le lendemain, le soir, et moi, j'étais présente. Et je suppose que c'est le conseil que moi, je leur donne toujours, c'est de dire, bon, il y a quelque chose, il y a un incident qui c'est pas de dire, on a un problème avec ton enfant parce que ça culpabilise, mais c'est de dire, il y a eu un incident avec Annabelle et on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et donc, voilà, ils sont venus le jeudi soir et déjà, quand on parle aux parents, Annabelle, elle était là, d'abord, on invite les parents. Donc, on va laisser l'enfant dans le couloir. Ça montre déjà un peu, voilà, c'est nous les adultes qui ont l'autorité et nous, c'est les savants, c'est les sages comme ça qui vont parler et après, on invite l'enfant.
Donc, on avait déjà, parce que le risque, c'est bien sûr aussi quand on met tout de suite l'enfant ensemble, qu'on va créer une dynamique entre parents et enfants qui n'est pas toujours favorisable pour notre processus. Donc, on parle avec les parents et on leur dit, voilà, oui, ça s'est passé, mais pour nous, le plus important, que on ne veut pas punir votre fille, on ne veut pas l'exclure, parce que généralement, c'était ça, hein, on exclut l'enfant pendant une semaine qui ne peut plus venir au périscolaire ou à l'école. Mais pour nous, c'est important que voilà, ça soit réparé. Et donc, on demande aux parents si eux, ils sont prêts à soutenir leur fille pour réparer ce qui s'est passé. Et donc, ils étaient d'accord. Euh, on invite Annabelle et on était à table. Et donc, à nouveau, devant les parents, on dit, tu sais, Annabelle, ce qui s'est passé, tu étais vraiment très en colère, mais ici, on n'accepte pas la violence. Et donc, mais tout le monde, parfois, fait des fautes. Enfin, je le dis à une fille de 6 ans. Mais pour nous, c'est important, voilà, de réfléchir ensemble comment on peut réparer ce qui s'est passé. Et donc, on garde le silence. Et puis, elle nous regarde. Et au bout d'un temps, elle regarde Mario, son papa. Enfin, elle disait papa, mais c'était pas son papa. Et elle dit, oui, est-ce que toi, il y a eu une bosse dans la voiture il y a quelques mois et toi, tu l'as réparée. Est-ce que toi, tu pourrais m'aider? Moment magique, hein? Et Mario, il était d'accord. Et on a, donc, pour faire l'acte de réparation, on a vraiment réfléchi comment la mettre en place. Parce qu'on a besoin des caméras, on a besoin de l'opinion publique, on doit créer une opinion publique. Donc, on a mis en place cet acte de réparation le mercredi d'après, quand il y avait beaucoup de monde et quand on avait les moyens aussi de laisser un message aux autres enfants. Et Mario, il est arrivé avec sa caisse d'outils à 4 heures moins quart et il est parti dans le bureau avec sa fille, boum, 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 boum. Et à 4 heures, il est sorti. Et c'est là, à ce moment-là, voilà, moi j'étais là, qu'on a parlé avec Mario, qui avait sa fille à côté de lui, pour dire, tu sais, Mario, pour nous, c'est très important ce que tu as fait. On te remercie vraiment que tu as aidé Annabelle pour réparer ses armoires, parce qu'ici, dans notre établissement, on n'accepte pas la violence, mais quand on fait un acte de violence, on répare. Et merci que tu as aidé ton enfant à réparer sa faute. À nouveau, est-ce qu'on a vraiment changé le comportement d'Annabelle? Il y a eu encore des moments. Mais le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on avait besoin des parents, qu'ils étaient là. Et à nouveau, c'était How can we create togetherness? Comment on peut créer un lien avec les autres parents? Et comment ces parents, on ne sait pas, mais peut-être aussi chez eux, dans leur famille. On a semé une petite graine, on a montré, Handy, be the change you want to see, soyez vous-même le changement que vous voulez voir. Donc peut-être là, le parent, il va peut-être, on lui a donné un exemple, comment peut-être aussi à la maison, il peut réagir quand il y a un. Donc voilà, ça c'est. Après, voilà, on a beaucoup d'expérience, donc beaucoup d'autres exemples, mais on va. Ça c'est pour une prochaine fois ou dans une formation. Donc voilà, le développement et le réseau international de la R&D. Je pense que notre rêve, ça serait que la France aussi, voilà, la R&D, elle peut être un peu semée partout en France, aussi dans les écoles, dans les institutions. Donc en France, on a en fait créé l'INAF, qui est l'initiative pour le développement de la nouvelle autorité et de la R&D en France. Depuis une semaine, je pense, une bonne semaine, on est devenu ASSO, dont Suzanne a fait partie aussi. On a un site web, donc j'ai pas mis le lien, mais bon, après, ah oui, la dernière page, il y a les adresses email. Donc voilà. On a aussi un congrès international. Tous les 2 ans, il y a un congrès international. Je pense que voilà, si vous travaillez avec la R&D, c'est the place to be, la place pour y être, pour rencontrer au niveau international. On avait le bonheur que, enfin, Nathalie, elle était présente à Tel Aviv. Ah oui, et vous aussi. Enfin, moi, oui, voilà, d'accord. Et cette année, on avait une personne, et c'était Susanna. Mais dans 2 ans, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde.
Et on m'a demandé si on pourrait organiser le congrès international en France aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose à élaborer parce que c'est quand même énorme. Donc, c'est en anglais, hein, et je pense que l'anglais, c'est peut-être le plus grand défi ou un des grands défis. Donc, vous pouvez tous suivre des cours d'anglais. Il vous reste 4 ans. Et puis, je veux juste aussi parler un peu de la R&D et le développement en fait dans les domaines spécifiques pour des troubles spécifiques. Donc voilà, on a des spécialisations pour les troubles alimentaires, les troubles anxieux, les troubles internalisés, les troubles externalisés, puis pour les abus d'écran, voilà, je les ai pas mis, mais donc dans plusieurs domaines en fait, la R&D s'est développée. Ce que j'ai fait, je vais juste vous présenter un peu les grandes acteurs, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, qui en fait, voilà, au niveau international quand même, qui aident à développer la R&V. Idan, bon, c'est mon idole bien sûr, qui n'a pas encore écrit de livre, mais qui a donc adapté le modèle pour les instituts et les institutions, les écoles. C'est un formateur international. Il a écrit une partie. Et là, j'ai mis, et je suis content que l'inspecteur de l'éducation nationale, il est là, parce qu'on a un livre super en anglais que Raim il a écrit spécialement pour les écoles et les profs. Il existe en plusieurs langues. Il est traduit en français, mais on ne trouve pas d'éditeur. Donc voilà, donc avec beaucoup d'autres livres, c'est comme ça. On a beaucoup de livres qui sont trop intéressants, mais Duno, on a essayé Duno, ils ne nous ont pas répondu. Donc voilà, c'est le grand problème des livres, apparemment, que c'est assez difficile. Donc si quelqu'un a des pistes pour éditer les livres pour les profs. Dan Dolberger, voilà, on a parlé tout à l'heure des enfants adultes qui, voilà, qui restent à la maison, enfermés. Généralement, c'est à l'adolescence que ça commence. Dans Dolberg, il s'est vraiment spécialisé donc, pour aider les parents qui ont des enfants adultes à la maison avec des comportements tyranniques, avec des comportements qui se renferment dans leur chambre. Il m'a promis que voilà, si on fait un congrès même national, qui va donner une présentation en français. Sa femme, elle vient de Toulouse, donc il parle quand même un peu français. Donc, ça serait chouette de l'inviter. Donc, spécialisé dans les enfants Tanguy. Mais enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, enfant Tanguy. Oui, c'est ça, oui, mais tout le monde comprend, c'est ça. OK. Alors, on a Elie Lebovic. Bah oui. Ah oui, toi, voilà, oui. Qui a développé Space, le programme Space. Il y a une personne que j'ai retrouvée en France qui est formée en Space. Space est un programme parental basé sur la RNV pour aider les enfants avec des troubles d'angoisse. C'est super. Vraiment, c'est super. J'ai mis les livres. Là aussi, les livres sont traduits dans beaucoup de langues, sauf en français. Et surtout, pendant Covid, Elie, il a écrit un livre pour les parents. Et donc, le livre bleu, là, Breaking Free of Child Anxiety and OCD, c'est vraiment un manuel pour les parents. C'est un livre d'or, vraiment. Il est traduit en néerlandais, mais à nouveau, pas encore en français. Mais après, j'ai fait un PDF de ma présentation et j'ai mis dans les photos, j'ai mis les liens pour les vidéos, les sites de ces grands messieurs eux-mêmes. Donc, on peut voir sur YouTube beaucoup des présentations de lui qui sont très intéressantes. Uri, donc c'était lui, quand il avait 20 ans, qui avait fait cette recherche avec Raim, qui a développé et qui s'est spécialisé dans tous ces comportements où les enfants ils se retirent, les menaces de suicide des enfants qui s'enferment, la dépression, spécialisé surtout aussi dans les comportements pour les garçons. Donc, il a développé Contactivity and Shame Regulation Therapy
trop intéressant. Il parle allemand, anglais, et voilà, il y a des livres à lui. Alors, Irit, très intéressant aussi. Irit, elle est la directrice du département TDAH à Schneider Hospital à Tel Aviv. Et elle est spécialisée dans la RRV pour aider les enfants avec des troubles TDAH et TOP. Et en fait, voilà, elle a écrit un docteur prescrimois de la RNV et non de la relatine. Donc, c'était une recherche qu'on peut retrouver sur l'efficacité de la RNV versus les médicaments. Très intéressant. Donc, mais je pense qu'Irit, elle n'était pas venue ici. Elle a fait, je pense. Voilà, voilà, oui. Et après, on a Peter Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Jacob. Peter Jacob, c'est le grand spécialiste de la RNV, mais dans les familles multistressées et multitraumatisées. Il vient d'écrire un livre lui aussi. Pour tous ceux qui connaissent l'anglais, il a pas mal de podcasts qu'on peut écouter de la voiture ou dans le train, aussi hyper intéressant. Et une des dernières développements, et là aussi, je pense que ça va être, enfin, c'est un grand cadeau pour les parents, c'est Katelijne van Dongen qui, donc le dernier livre que Haim il a publié, c'est sur les suicides, les tentatives de suicide et les scarifications, c'est comme ça qu'on dit. Et donc Katelijne, elle a gagné, donc elle travaille dans un centre pédopsychiatrie. Et en fait, voilà, elle avait lu aussi le livre de Haim, et puis en Pays-Bas déjà, c'est beaucoup développé. Et elle dit, bon, moi, je veux vraiment travailler avec des enfants où les enfants, ils ont fait des tentatives de suicide et tout ça. Et donc, elle a reçu, il y a 2 ans, un prix en Pays-Bas pour l'innovation pour la prévention donc, des suicides. Et donc, elle a des groupes parentaux pour des parents, mais spécifiquement pour la problématique donc, des suicides. Là aussi, oui, c'est trop chouette. Non, non, mais ce sont des développements qui, je pense aussi, sont très importants au niveau international et ici en France, qui peut apporter beaucoup de choses aux parents aussi. Eline, voilà, elle est belge et thérapeute de famille et elle est spécialisée dans la RNV et les troubles alimentaires. Donc voilà, elle est formatiste. Par contre, elle parle français. Donc on peut l'inviter. Et puis, je pense que c'est eux les derniers, oui, oui. Je veux aussi parler de Christophe et Elke Guttel. Elke, elle a fait des études en Bourgogne, donc elle parle aussi, elle est autrichienne, mais elle parle français. Et là, ils ont développé en fait des interventions au chaud. Donc, la RNV, on parle beaucoup battre le fer à froid. Donc, eux, ils ont développé des outils qu'on peut utiliser pendant les crises et comment battre le fer à chaud, mais aussi basé sur la RNV. Donc là aussi, Elke, elle m'a dit que si on fait une formation en français, qu'elle va venir. Donc, il y a des possibilités. Alors, oui, pour conclure, c'est ça, oui? Oui, un peu ma présentation. La résistance non violente, j'habite sur les chemins de Compostelle, moi, en Aveyron. Donc, je dis plutôt la résistance non violente, c'est le pèlerinage que les parents et les éducateurs, les profs, ils font entre l'effacement parental et la présence parentale. On peut changer le mot parental par prof, éducateur, tout ce qu'on veut. D'accord? Et donc, le but de la RNV, c'est pour être visible, devenir visible à nouveau dans la vie de votre enfant, de vos élèves, dans votre groupe. Et pour finir, j'aimerais bien vous raconter l'histoire des dinosaures. D'ailleurs, Coralie et Virginie, leurs boucles d'oreilles, ce sont des dinosaures. Le dinosaure, c'est une métaphore que Haim, enfin, je l'ai appris de Haim, et qui explique un peu comment la RNV, voilà, comment ça travaille ou comment ça marche.
Et il dit, les dinosaures, pendant très longtemps, ils étaient les animaux qui étaient au top là, et tous les autres, il n'y a aucun autre animal, ni l'être humain, qui a battu les dinosaures. Et pourtant, il n'y a plus de dinosaures. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de dinosaures? Il y a quelqu'un qui sait pourquoi les dinosaures sont partis? Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a eu cette météorite là quelque part au Mexique qui a changé le climat sur Terre. Et en fait, dans quelques jours, il y avait plus de soleil et donc les dinosaures, ils sont euh, ex- comment? Extinction, ok, voilà. Et Haim il dit, en fait, la RNV, c'est pareil. Donc, on ne va pas se battre contre l'enfant. On ne va pas se battre contre le dinosaure. Mais en fait, ce qu'on va faire avec la RNV, on va changer les dynamiques, on va changer le climat autour des dinosaures. Et puisque nous, on persiste avec tous nos actes de résistance et qu'on change les dynamiques, qu'on change le climat, le dinosaure, il n'a pas d'autre moyen de disparaître ou de changer son comportement. Donc, voilà, j'ai fait une petite blague entre Haim et Gandhi. Les comportements destructeurs, c'est comme les dinosaures. Oui, il faut changer le climat par la résistance et puis persister pour les faire disparaître. Et donc, voilà, je vous appelle à devenir des activistes de climat. Merci beaucoup.